Bonsoir, aujourd'hui nous parlons de complices ou colocataires. C'est notre quatrième rencontre. Et aujourd'hui nous allons voir comment raviver la connexion émotionnelle et spirituelle dans votre couple. Complices ou colocataires. Beaucoup de couples aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils ne savent plus s'ils sont même mariés ou s'ils sont colocataires. Le constat est là, silencieux. Ça veut dire que vous arrivez à un niveau où vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas vraiment ensemble. Vous êtes dans la même maison, mais vous êtes étrangers à la maison. J'ai vu des couples comme ça vivre des mois, des années dans la même maison sans même se parler parce que là, c'est même, ils ne se parlent pas. Juste un petit bonjour en passant. Vous vous aimez, mais vous ne ressentez pas qu'il y a de l'amour de l'autre côté. La complicité qu'il y avait au niveau de votre mariage, au début de votre relation, en vérité, et c'est la bonne nouvelle que nous allons avoir aujourd'hui, cette complicité n'a pas disparu. Elle s'est endormie. La flamme s'est abaissée. Ça a diminué. Et cette flamme a besoin aujourd'hui d'être simplement ravivée. Et c'est l'objet de notre rencontre de ce soir. Comment travailler pour raviver la flamme de la relation conjugale, complice ou colocataire, parce que certains sont devenus des colocataires. La complicité est partie. Bonne nouvelle, ce qui dort peut être réveillé. Et je voulais te dire, et je confesse, que ton histoire n'est pas terminée. Ton histoire est au niveau où elle doit passer à un nouveau chapitre. Et tu n'as pas compris que le premier chapitre est terminé. Il est temps de passer au nouveau chapitre. Et pour passer au nouveau chapitre, il y a de nouvelles habitudes qu'il faut mettre en place. Il y a une préparation qu'il faut développer pour passer au nouveau chapitre. Et notre réunion d'aujourd'hui va t'aider à réactiver la présence physique effective. Ça va te permettre aussi de travailler la connexion avec ton conjoint, connexion émotionnelle, la chaleur, tout ce qui permet au couple de vivre. Parce que quand on parle de colocataire, ça veut dire que la vie n'existe plus dans le couple. Complice, ça veut dire que vous êtes ensemble. Ça veut dire que vous travaillez ensemble. Ça veut dire que vous avancez ensemble dans la joie, comme avec un complice. Comme celui qui vient d'arriver et qui ne connaît pas. Je rappelle que je suis Roger Fondy, je suis coach et conseiller conjugal chrétien, auteur de 21 jours pour son conjoint. Un livre que je vous recommande. Je vous le recommande sérieusement, les 21 jours pour son conjoint. Voilà mon adresse email, voilà mon WhatsApp et voilà mon hashtag si tu me cherches dans les réseaux sociaux. Coach Fondy. Je voulais dire que depuis que nous avons commencé, depuis lundi, plusieurs sont venus me voir inbox. Et je voulais rappeler aux uns et aux autres que c'est autorisé de me voir inbox. C'est autorisé. Donc, n'ayez pas peur de me voir inbox. Il y en a qui ont compris et ils viennent discuter avec moi inbox. Il y a une même avec qui j'ai discuté aujourd'hui. Et elle m'a dit, OK, je vais attendre que ça finisse pour qu'on commence un process particulier pour moi et mon mari. C'était ça un peu l'objectif de cette semaine. Vous donner envie de rebâtir, vous donner envie de recommencer à zéro, vous donner envie de prendre un nouveau départ. Nous sommes au quatrième jour. Nous espérons que ce nouveau départ est en train d'être pris, ne serait-ce qu'au niveau conceptuel dans votre esprit. Donc voilà mes contacts. Je suis ouvert à la discussion, au partage, à la causerie pendant cette semaine. C'est free. Tu m'écris simplement sur WhatsApp, le numéro qui est là, et je me ferai le plaisir de partager avec toi la situation que nous partageons. Alors, je veux que tu commences par une chose. Je veux que tu commences par reconnaître la dysfonction, la dysynchronisation émotionnelle. C'est-à-dire que tu commences par reconnaître qu'il y a un souci dans ta relation conjugale. Un souci. Et comment tu vas reconnaître ça? Je vais te donner quelques symptômes vraiment visibles d'une déconnexion émotionnelle. Le premier symptôme, c'est quand vous commencez à parler uniquement de ce qui concerne le fonctionnement de la maison. C'est-à-dire que vous êtes au niveau de la logistique. Vous ne réfléchissez plus en termes de
notre couple, mais vous réfléchissez en termes de qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de logistique. Dans la logistique, je vais voir l'éducation des enfants, euh, le transport, le loyer à payer. Vous êtes d'accord pour payer le loyer, vous accordez même sur comment on paye le loyer, mais votre conversation se limite à ça. Ta conversation avec ton conjoint se limite à à la gestion de la logistique. L'autre élément qui va s'ajouter aussi, qui peut te permettre de constater qu'il y a un problème dans ta relation conjugale, c'est c'est quand tu te rends compte que l'intimité est en train de prendre de la distance. Ça, les gestes tendres deviennent quelque chose de rare. Et même quand tu le réclames, tu vois l'attitude de l'autre est une attitude de lassitude. C'est-à-dire, il fait ça par que faire. Il y a une qui m'a dit, je lui donne mon corps, mais je ne lui donne pas mon cœur. C'est vraiment ça la colocation. Je lui donne mon corps. L'autre va faire des efforts pour pouvoir être en forme avec l'autre. Dans ce genre de couple où l'émotion est partie, c'est désynchronisé. J'étais en train de partager avec vous le fait que nous devons avoir un fonctionnement synchrone. Nos émotions doivent être synchronisées. Quand vous arrivez au niveau où les émotions ne sont plus synchronisées, c'est qu'il y a un souci. Quand le téléphone devient ce qui prend toute l'attention, quand quelqu'un rentre, il se connecte, il commence à travailler sur son téléphone, sache que ton couple est dans une désynchronisation émotionnelle. Vous n'êtes plus synchronisé. Synchronisé. Quand vous commencez à vivre comme des collègues à la maison, vous êtes comme des collègues. La conversation se limite à un genre de pratique, des choses pratiques, pas des choses, on ne va pas plus loin. On se limite au niveau pratique. Donc voilà mes cinq symptômes. Première chose, les conversations qui concernent le fonctionnement de la maison uniquement. On ne parle plus de nos cœurs. Deuxième chose, les émotions au niveau de l'intimité, il y a une distance qui se crée. On commence même à avoir honte de se laver ensemble. Troisième chose, les gestes tendres deviennent rares. Même quand tu les réclames, tu comprends que l'autre le fait par que faire parce que peut-être il se sent obligé de le faire. Et puis le téléphone va prendre toute la place parce qu'on ne veut pas être en contact avec l'autre. On met tout sur le téléphone. Et puis on va vivre comme des collègues. Ça, je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver. Mais qu'est-ce qui provoque ça? En fait, l'une des origines, c'est le fait d'être seul de manière profonde dans la relation. Hier, je vous parlais d'un thème que les femmes m'ont donné. Le thème, c'était veuve pendant que le mari vit encore. Et à l'époque, je me souviens encore que ça m'a même scandalisé, ce thème-là. Mais il y a des niveaux de solitude étant marié. C'est-à-dire, tu es dans le mariage, mais tu es seul. Et parfois, l'autre est sincère dans ce qu'il fait. Je donne l'exemple des hommes qui sont en train de chercher les moyens pour leur relation conjugale, pour leurs enfants, pour leurs femmes, et qui oublient que son conjoint, sa femme a des besoins émotionnels. Et donc consacre toute son énergie sur le travail au point de rentrer fatigué. Et quand il rentre fatigué comme ça, il n'a qu'une seule chose à faire ou deux, se laver, manger. Et la troisième chose, c'est dormir. Même si elle le sollicite, elle va dire que tu ne vois pas. Il va dire, tu ne vois pas que je suis trop fatigué. Hein, tout ce combat, c'est pour la maison. Mais en fait, il crée une solitude dans le cœur de sa femme. Et c'est ça qui va provoquer donc une désynchronisation des émotions dans le couple. La deuxième chose qui peut provoquer ça, c'est la baisse du désir. C'est la baisse du désir, la baisse de l'attraction. Pardon. Beaucoup de jeunes qui se sont mariés sur la base de l'affection, de l'amour. Désolé, j'ai eu une interruption. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il y a une baisse du désir
et de l'attraction et que les jeunes couples ont l'impression que le désir doit être quelque chose d'instinctif. Et ils fonctionnent dans cette base-là, que l'autre doit le désirer. J'ai eu à travailler pour un couple et ils avaient un problème de blocage au niveau sexuel. Ils avaient des problèmes d'érection. Et la femme estimait que son absence d'érection est la démonstration qu'il ne l'aime pas, qu'il a une autre dehors. Et j'ai dû expliquer à cette jeune dame que le sexe de l'homme ne lui obéit pas. Il peut te désirer, mais ne pas avoir d'érection. Et donc, pour qu'il ait cette érection-là, vous êtes obligé de faire autre chose que d'attendre les instincts pour faire diriger votre couple. Donc, votre dysfonctionnement, désynchronisation émotionnelle peut venir aussi du fait que, au lieu de travailler pour que le désir persiste, vous voulez que c'est instinctivement que le désir reste. Vous voulez que le désir soit quelque chose d'instinctif. Hein, son cœur doit battre. Son cœur doit battre pour moi. C'est bien de savoir que le cœur qui bat doit être entretenu, sinon il arrête de battre. Si vous n'entretenez pas votre cœur, le désir va baisser et ça va amener donc la colocation dans votre couple. Donc, ne voyez pas simplement en disant ça ne donne plus, ça veut dire qu'il a un problème ou j'ai un problème. Vous voyez plutôt comment faire pour que ça donne. Troisième chose qui provoque ça, c'est la communication sèche. Je voulais dire à chacun que les problèmes que tu as à l'extérieur, que tu vis à l'extérieur, n'ont rien à voir avec ta relation conjugale. Je veux dire que quand tu es frustré à l'extérieur, avant d'entrer chez toi, respire un bon coup et dis-toi, ma femme, mes enfants n'ont rien à voir avec ça. Ce n'est pas de leur faute. Et entre donc avec un petit sourire à la maison. Entre et mêle-toi aux autres qui t'attendaient. La troisième chose, c'est ces gens-là qui passent le temps à avoir des mauvaises interprétations. Des interprétations tout le temps négatives et systématiques. Et puis, les cœurs qui s'éloignent. Je viens de dire ça pour la baisse des désirs. Le cœur doit être travaillé. Le cœur doit être travaillé. Une des participantes m'a dit un truc du genre, euh, son mari, non, elle m'a dit un truc du genre, elle ne ressent plus d'affection pour son mari. Non, elle a dit son cœur ne bat plus pour son mari. Et je lui ai dit, c'est une bonne nouvelle. Et elle a sursauté en disant quoi? Tonton, tu dis que c'est une bonne nouvelle que mon cœur ne bat plus pour mon mari. Je dis oui. C'est une bonne nouvelle, pas parce que je veux que tu t'éloignes de lui, mais c'est une bonne nouvelle parce que tu apprendras donc maintenant à faire battre ton cœur toi-même et non de manière instinctive. Parce que beaucoup veulent que leur cœur batte seul, mais ils ne travaillent pas à faire battre leur cœur. Même au niveau physique, vous avez appris qu'on nous demande de travailler ce qu'on appelle la cardio, de travailler votre cardio. Travailler votre cardio, ça veut dire travailler le battement du cœur. Ne pas laisser le cœur le faire seul, mais travailler pour que le cœur soit capable de battre seul. Autre chose, les pressions professionnelles, les pressions familiales génèrent un stress que on a besoin d'une réelle formation pour être équilibré à la maison. Parce que quand tu sors et que tu es dans un projet où les enjeux sont énormes, tu as tendance à abandonner la maison à cause de ce stress-là. On a remarqué qu'au niveau professionnel, je devais être à Dubaï la semaine prochaine. Malheureusement, il y a quelques difficultés qui m'ont empêché d'obtenir tous les papiers pour y aller. Mais je devais aller parler à des directeurs généraux. De quoi? D'un constat qui a été fait et pour lequel il y a déjà une solution. On a constaté que si vous prenez les 10 patrons, les 10 plus grands patrons du monde, vous verrez que 9 sur 10 ont divorcé une fois au moins. 9 sur 10 ont divorcé au moins une fois. Pourquoi? Parce que le stress professionnel est souvent à un niveau où l'impact au niveau de la famille est souvent, comment on va dire, ça crée le désordre, le désastre dans la famille. Et tu as donc besoin d'apprendre à gérer ton stress professionnel, sa pression professionnelle, pour que ça n'impacte pas ta vie conjugale, pour que ça n'ait pas un effet négatif dans ta vie conjugale. La deuxième chose que je voulais aussi te faire remarquer, c'est la routine. Depuis lundi, je parle de la routine. Il y a deux choses sur lesquelles je reviens sur des choses sur lesquelles on n'insiste pas souvent. La routine et les blessures. La routine, ce n'est pas les rituels. Les couples doivent avoir leurs rituels, on va en parler à la fin. Mais la routine, c'est quand on fait les mêmes gestes, les mêmes mots, aucune surprise, aucune intention. Unicité de lieu, unicité de temps,
unicité d'action. Ça dit que vous avez depuis que vous êtes marié, votre lit est placé au même endroit. Vous vous couchez de la même façon. Même votre façon d'avoir votre intimité sexuelle, c'est la même chose depuis que vous êtes marié. Vous n'avez rien essayé d'autre. Vous faites exactement la même chose. Ma soeur, mon frère, ça installe la routine. Je voulais parler à un homme qui est là avec nous. Je voulais te dire que c'est un secret que je te donne. Les femmes se lassent quand ça devient routinier. Que ce soit sexuellement, que ce soit émotionnellement, elles se lassent très rapidement. Et l'exemple que je donne souvent aux hommes, c'est de dire, amène ta femme dans un restaurant chic. Prends de l'argent, amène-la dans un restaurant chic. Elle te sera reconnaissante. Elle sera heureuse. Elle va dire, vraiment, tu m'as fait du bien. Ramène-la dans le même restaurant la semaine qui suit. Tu verras que son élan va diminuer. Amène-la 5 fois dans ce restaurant, elle va commencer à te dire qu'elle ne veut plus venir là-bas. Elle va commencer à te dire qu'il y a les toiles d'araignée ici. Elle va commencer à remarquer que les cuisiniers ne sont même pas propres. Elle va commencer à remarquer que la servante est mal élevée et tout ça, parce qu'elle n'aime pas la routine. Et je voulais dire à ma soeur qui m'écoute aussi que les hommes, eux, par contre, aiment la routine. Et ils aiment tellement la routine que dès qu'on l'a bien servi quelque part, il peut y aller tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut même parfois la force pour l'enlever de là, pour lui dire que ne part plus là-bas. Donc, comprends ça quand tu vis avec ton conjoint, que les femmes n'aiment pas la routine, les hommes, eux, s'installent facilement dans la routine. L'autre chose qui crée l'éloignement dans la relation conjugale, l'éloignement émotionnel, ce sont les blessures qu'on n'a pas soignées. Les blessures qu'on n'a pas soignées. Les mots durs, les silences durs qui créent des murs dans la relation. Parce que parfois, tu parles mal à ton conjoint et tu parles mal expressément parce que dans ton esprit, tu veux le déstabiliser. Tu réussis à le déstabiliser, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en le déstabilisant, tu crées des murs. Tu crées des murs invisibles entre vous. Parce que quelqu'un qui est blessé a peur de se blesser à nouveau. Et comme il a peur de se blesser à nouveau, il ne prend plus des risques. La quatrième chose, c'est le fait de se déconnecter spirituellement. Au début, vous priez ensemble. Maintenant, vous ne priez plus ensemble. Vous trouvez que ça, c'est pas grave, c'est pas important, chacun prie à son niveau. Alors qu'au début de votre mariage, vous aviez fixé une heure de prière. Vous avez même votre arène de prière. Vous avez votre petit endroit où vous allez prier ensemble. À cause des occupations, à cause du travail, à cause des programmes qui ne coïncident pas, vous avez dit que la première chose qu'on peut simplifier le plus, c'est la prière. Vous avez simplifié la prière. Vous avez annulé la prière ensemble et vous vous dites chacun de son côté prie. Chacun va avancer seul. Toutes ces choses-là vont mener à ce désynchronisation émotionnelle dont je parle. Maintenant, quand c'est dit, quand on fait ces constats, si on fait ces constats, on s'arrête là, on n'a servi à rien. Moi, je voulais vous dire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pilier dans une complicité qui est retrouvée? 3 choses. La présence, la douceur et la connexion. Au sujet de la connexion émotionnelle, il s'agit d'être là. Il y a des gens qui sont là physiquement, mais ils ne sont pas avec vous. C'est-à-dire que quand il rentre, il s'enfonce dans le canapé, il allume son téléphone ou il allume la télé, vous n'êtes plus ensemble. Physiquement, il est là, mais vous n'êtes plus ensemble. Il y a des dames qui m'ont dit, parfois je lui demande comment il trouve mon habillement. Il répond sans m'avoir regardé, sans m'avoir vu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. En fait, pour lui, il faut rentrer physiquement, mais dès qu'il rentre physiquement, il se reconnecte à l'extérieur. Il est avec ses amis de Singapour, il est avec ses amis du Canada, il est avec ses amis de Washington, mais il n'est pas avec la personne qui est avec lui à la maison. Et c'est vraiment dommage que nous soyons capables d'être avec quelqu'un à la maison, mais être plus proche de ceux qui sont loin de nous. Être plus proche de nos petits groupes WhatsApp, de nos petits groupes de boissons, de nos petits groupes de Congossa, mais ne pas être proche de celui qui est. C'est pour ça que j'ai utilisé une expression bizarre, écouter avec les yeux. Écouter avec les yeux. Quand j'enseigne sur l'écoute, je parle de l'écoute active. L'écoute active, ça veut dire que je me concentre pour comprendre ce que l'autre veut me dire. Et pour comprendre ce que l'autre veut que je comprenne, j'ai parfois besoin de le voir, de voir ses gestes, de voir ses mimiques, de voir comment son visage
exprime les choses qu'il est en train de me dire. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à écouter avec les yeux. D'ailleurs, chez nous, au Cameroun, on dit que c'est le cœur du bandit qui tremble. Qu'en général, la personne qui a peur de regarder dans les yeux, c'est une personne qui, en général, sait qu'elle se reproche quelque chose. Elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Donc, il s'agit de partager ses émotions, pas seulement son histoire. C'est facile que quelqu'un rentre du travail et te raconte sa journée, mais il peut te raconter sa journée de manière très plate, sans y mêler les émotions, ce qu'il a senti, ce qu'il a vu, comment il a expérimenté un certain nombre de choses. Et ma question, pour toi qui viens d'arriver et pour ceux qui étaient là depuis, comme on disait le premier jour, toujours avoir son bloc-notes pendant que nous parlons. J'espère que ton bloc est là. La question que je voulais te poser, c'est quand est-ce que tu as parlé cœur à cœur avec ton conjoint pour la dernière fois? Je ne dis pas parler de la logistique, hein. Je ne dis pas parler des enfants. Je dis parler deux cœurs qui se parlent. Parce que vous êtes arrivés au mariage parce que vos cœurs se parlaient. La dernière fois où vos deux cœurs se sont parlé, ça date de quand? Où vous êtes parlé cœur à cœur. Où l'autre a parlé au cœur de l'autre. L'autre a entendu l'autre lui parler dans son cœur. Quand ça se passe pour la dernière fois? Tout ce que je dis là, c'est très important parce que demain, nous allons parler de comment préparer les projets de 2026. Comment planifier 2026? Comment redémarrer son couple en 2000 pour que le 2026 soit une année de gloire? Donc, la question, c'est quand est-ce que pour la dernière fois, vous êtes parlé cœur à cœur? Je ne dis pas que toi, tu as parlé à son cœur, mais que vous vous êtes parlé cœur à cœur. Pour la dernière fois, c'était quand? Vous savez qu'il y a des personnes qui ont même fermé cette porte-là, décidé que zéro. Je vous disais le premier jour que j'ai travaillé avec une ici qui m'a dit que elle a quitté la chambre conjugale, elle ne veut même pas de contact émotionnel avec lui parce qu'elle pense que s'il y a ça, ça risque de l'encourager à continuer à être paresseux. Comme si le fait qu'il soit paresseux doit empêcher que vous soyez de bons amis. On commence à faire des représailles dont l'outil utilisé pour la représailles, c'est notre relation conjugale. C'est-à-dire que nous prenons notre relation conjugale comme le bâton par lequel on va taper notre conjoint en disant que s'il veut que nous soyons ensemble, il faut qu'il change. S'il veut qu'il soit ensemble, il faut qu'il trouve un travail. S'il veut que nous soyons ensemble, et vous êtes en train de détruire votre relation. Je veux parler au cœur d'une femme ici. Les hommes n'ont pas peur d'être jetés dehors. Donc, si tu dis, si tu ne fais pas ça, je vais faire telle chose, parfois c'est même ça qu'il attend. C'est-à-dire que dès que tu as dit que voilà le défi, il est d'accord pour le défi. Même s'il n'a pas des outils, même s'il n'a pas les capacités pour le défi, il va accepter le défi tant que ça vient de toi. La deuxième chose, comme pilier, c'est la douceur dans la relation. La complicité n'est pas un miracle. Arrêtez de penser que c'est instinctif, que ça va marcher seul. Non, c'est quelque chose qu'on cultive jour par jour de manière intentionnelle. La dernière fois, quand je parlais aux célibataires de l'épanouissement, je leur disais que l'épanouissement est un choix. La douceur relationnelle, c'est un choix. C'est un travail que tu fais toi-même parce que tu veux obtenir un résultat. Tu cultives ça au jour le jour. Tu travailles la tendresse au jour le jour. Tu n'attends pas que ton cœur ait envie de la tendresse pour donner la tendresse. Mais tu le fais parce que tu veux bâtir quelque chose. Tu veux construire une relation qui est douce. Tu vas avoir un ton qui apaise, des paroles qui valorisent, le pardon qui libère et des attentions régulières. Je vais parler au cœur d'un homme ici. Sache, mon cher ami, que chez la femme, une grosse attention n'équivaut pas à plusieurs petites attentions. Vous avez souvent ce bug dans votre raisonnement. Vous pensez que je ne vais rien faire, pas d'attention, et un jour je vais la surprendre avec une belle voiture. Un jour je vais la surprendre avec un grand voyage. Ça n'équivaut pas à des petites attentions. La femme préfère beaucoup de petites attentions quotidiennes, tout le temps, à une grosse attention qui vient longtemps après. Parce que la grosse attention, parfois ta surprise échoue, parce qu'elle ne s'attend plus à rien de toi.
petites attentions régulières. Petites attentions régulières. Parce que là où la douceur disparaît, la distance commence. La douceur disparaît, la distance commence. Tu as besoin de douceur pour rapprocher l'autre. C'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour la femme. Donc, on a dit présence émotionnelle, premier pilier. Deuxième pilier, douceur relationnelle. Troisième pilier, connexion spirituelle. Connexion spirituelle. C'est connexion spirituelle. On peut être dans la même maison, mais pas dans le même esprit. La prière ensemble crée un lien unique et puissant. Je me souviens une fois, on va revenir dessus tout à l'heure, j'étais allé contacter un ami psy avec mon épouse. On traversait une situation compliquée. On avait besoin que quelqu'un d'autre nous parle. Vous savez, les médecins vont voir les médecins, les psys vont voir les psys, les conseillers vont voir d'autres conseillers. Et le gars nous a dit, est-ce que vous vous tenez la main quand vous priez? On a dit non, nous prions face à face. Il a dit, tenez-vous la main et dites-moi ce que vous expérimentez. Et je t'assure, ou je vous assure, j'ai vu l'expérience de la présence de Dieu quand on s'est tenu la main. Vous ne pouvez pas vous tenir la main et avoir des mauvaises intentions l'un pour l'autre. Il y a comme un miracle quand deux personnes qui prient, des deux personnes mariées, se tiennent la main. Vous avez dû remarquer que dans certaines réunions, le pasteur, l'homme de Dieu dit, tenons-nous la main pour prier. Ça crée un esprit commun qui permet de faire monter plus puissamment la prière. Donc la connexion spirituelle ici, c'est la lecture partagée de la Bible. On ne lit pas la Bible en couple parce qu'on n'a jamais lu la Bible. On ne lit pas un livre parce qu'on n'a jamais lu le livre, mais on le lit parce qu'on veut le lire ensemble. C'est un outil de connexion. On veut se connecter, on prend un texte, on le lit ensemble. Même un texte que tu as déjà médité, on peut le méditer ensemble. Et je te donne ce que moi j'ai reçu. Tu me dis ce que tu as reçu ou ce que tu avais reçu avant. Quand les gens sont connectés spirituellement, le pardon devient quelque chose de très facile parce qu'ils savent que Dieu leur a pardonné. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu veux que Dieu te pardonne? Connecté spirituellement, tu ne peux que pardonner à ton conjoint, en sachant que quand tu lui pardonnes, ça le libère, ça lui donne la vie. Quelqu'un qui n'est pas pardonné est prisonnier de ce qu'il a eu à faire. Donc, quand vous avez une connexion spirituelle, vous avez quelque chose au-dessus de vous, c'est-à-dire Dieu, au-dessus de vous, qui vous permet de vous rapprocher. Je n'ai pas moyen de faire un schéma ici, mais le schéma disait que deux personnes qui se rapprochent de Dieu se rapprochent aussi. C'est une loi de la physique. Si vous deux vous approchez de Dieu, forcément la distance entre vous aussi diminue. Plus chacun se rapproche de Dieu, plus la distance entre vous diminue. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Et la Bible dit qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. C'est-à-dire que le travail de un plus le travail de deux est inférieur au travail des deux qui se sont associés. Ils font plus loin que si chacun faisait de son côté, on venait mettre ensemble. Voici donc les erreurs qui étouffent la complicité. Parce que là, on a dit les piliers. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la complicité a des soucis dans les relations des couples, on va dire les couples modernes, les couples d'aujourd'hui, les nouveaux couples qui nous appellent les old fashion. Ils disent que nous, on est des old fashion, on est des démodés. On est des démodés. Alors, les erreurs qui touchent la complicité, c'est quoi? C'est un, le téléphone passe avant l'autre. Il y a des gens pour qui l'écran là a volé l'attention de l'autre. Ça a volé la place de l'autre. Il y a une qui m'a dit que 9 fois sur 10, je dors seul parce que mon mari est sur au téléphone au salon. 9 fois sur 10, il est engagé à regarder des choses, des débats à la télé. Et il va regarder les débats à la télé pendant des heures. Il va regarder les débats à la télé pendant des heures. Minuit va arriver, 1 heure du matin, 2 heures, il est encore devant l'écran. Faire passer les téléphones, l'écran, les technologies avant l'autre. Et la femme va lui dire, allons nous coucher. Il va dire, non, laisse que je suive d'abord ceci. Ça veut dire que cette chose a priorité sur
son épouse. Et vous allez voir que les écrans ont volé l'attention dans la relation conjugale. Avant, les gens, quand vous les trouvez au salon, ils se parlaient. Aujourd'hui, je vous mets au défi, filmez votre maison quand vous êtes au salon. En général, c'est chacun qui a son téléphone et la priorité de chacun, c'est dans son téléphone et non dans la conversation commune. Parfois, même quand tu interpelles l'autre, il lève seulement la tête et il donne l'impression que tu le déranges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'écoute plus comme Daniel? Il me fait remarquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'écoute plus? Ou est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Daniel a écrit, je n'écoute plus. Rien. Si toi tu m'entends, j'attends que tu écrives dans le groupe que tu écoutes, que tu m'entends. Comme au début, tu l'as dit, j'entends bien. Est-ce que le fait que personne n'écrive signifie que vous ne m'entendez pas? C'est bon chez moi. D'accord. C'est bon chez toi, c'est que c'est certainement bon chez beaucoup. C'est moi, c'est pas bon. C'est entrecoupé, tellement, tellement entrecoupé. C'est le réseau. On va compenser avec le replay. Merci. Le réseau est mauvais, même chez moi, le réseau est mauvais. Je bascule de modem à modem. Le réseau est mauvais, hein, il faut l'admettre. Et la grâce que nous avons, c'est que nous, nous allons avoir le replay qui lui sera en bon état. Le réseau était mauvais tout à l'heure, je crois que ça s'est amélioré. J'étais en train d'expliquer que l'écran a pris la priorité et ce sont ces erreurs-là qui détruisent la relation conjugale. Le fait que, euh, le fait que l'écran ait pris la priorité. La deuxième chose, c'est le fait de minimiser les besoins de l'autre. C'est-à-dire que ce qui compte pour l'autre n'est pas important. Ce n'est pas si important que ça. L'autre a besoin de ta présence, donc ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les enfants vont à l'école, les gens mangent. J'étais avec un couple, le monsieur me disait, moi, je fais tout ce qu'il faut à la maison, il ne manque pas de nourriture dans le garde-manger. Qu'est-ce qui manque d'autre? Il ne faut pas minimiser les besoins de l'autre. Même si vous, vous avez dépassé ce niveau de besoin, même si vous, vous êtes déjà à un autre niveau, ne sous-estimez pas les besoins de l'autre. Vous n'avez pas le même niveau. Daniel dit qu'elle ne comprend toujours pas, elle n'écoute toujours pas. Est-ce que quelqu'un écoute là? Est-ce que Daniel n'a pas un problème? On peut l'aider à régler une box. La troisième chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de ne pas prier ensemble. Chacun dans la foi marche seul. Chacun marche seul dans la foi. Et la quatrième chose, c'est le fait de ne pas faire des compliments. Votre conjoint a besoin d'être complimenté. Votre conjoint a besoin qu'on lui dise des choses agréables, des paroles qui le valorisent. Il en a besoin. C'est vrai qu'il peut avoir des défauts, il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des incapacités, mais Dieu n'a créé personne qui n'a que ça. Même le monsieur qui a plein de défauts là, parfois il a des qualités. Lors d'une discussion avec un couple, la dame m'avait présenté son mari comme un fainéant. Quand je lui ai dit, cite-moi 5 de ses qualités, elle m'a dit, il n'en a pas. Elle m'a dit, tonton, il n'y en a pas. Je lui ai demandé, est-ce que tu laisses souvent ton mari à les enfants? Elle me dit oui. Est-ce qu'il les entretient bien? Elle me dit non, sur ce point-là, avec les enfants, c'est un amour. J'ai dit, mais pourtant, tu m'as dit qu'il n'a aucune qualité. Là, tu es en train de dire qu'avec les enfants, il est un amour. N'est-ce pas une qualité? Est-ce que les seules qualités, c'est celles qui correspondent à ton ordre, à ton échelle, à ta conception, à tes normes, à toi? Est-ce que tu ne peux pas regarder dans sa vie des choses pour lesquelles tu peux le complimenter? Et on finit par sombrer dans une monotonie qui fait que, une routine qui fait qu'on ne voit même plus ce que l'autre a. Et parfois, c'est les gens de dehors qui, en complimentant ton conjoint, tu te rends compte qu'il a, donc il avait même ces qualités-là que je ne voyais pas.
La cinquième chose, c'est le fait de se parler comme des inconnus, c'est-à-dire le genre politesse froide comme des gentlemen. On ne parle pas en famille comme des gentlemen, on parle comme des intimes. On ne vient pas faire la politesse en couple. En couple, on se touche la tête, on se taquine, comment on dit ça? On se moque, on rit, on ne fait pas de barrière pour dire qu'on ne me fait pas ceci. Il y a un qui me disait ça, qu'on ne me parle pas comme ça. Je dis, mais ton épouse doit porter des gants pour te parler. Ton épouse doit commencer à réfléchir avant de te parler. On est dans quel monde là? Et vous voyez des couples comme ça, la femme pour parler à son mari prend des jours. Elle priait jeune parce que l'idée d'aller lui parler est un challenge. Non, libérez la parole, monsieur. C'est le chapitre, je crois, le chapitre 8 du livre sur la communication conjugale. Libérez la parole et ne vous laissez pas porter par la routine. Ne laissez pas l'automatisme venir gérer votre maison. Ne laissez pas l'automatisme. Il y a des choses qui marchent. Vous avez constaté que ça marche, améliorez-les. Ne vous contentez pas de les refaire. Faites davantage, faites mieux, faites mieux. Et la vérité que je vais partager avec toi ici, c'est que l'amour dans la relation conjugale ne meurt pas brusquement. Il va mourir petit à petit. Il n'y a aucun couple où ils se sont levés un matin et ça ne marche plus. C'est toujours que l'indifférence a étouffé le couple petit à petit. Les mauvaises langues ont étouffé le couple petit à petit. La négligence a étouffé le couple petit à petit. Et puis un jour, ça ne donne plus. Jamais tu ne verras un couple que hier on dormait, ça marchait. Hier soir, quand on se couchait, tout allait bien. Mais quand on se réveille le matin, ça ne va plus. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est que il y a quelque chose qui s'est passé et tu n'as pas su. Comme notre semaine est une semaine d'action, voyons quelles sont les actions concrètes. Moi, je suis dans le concret. Moi, je ne suis pas dans... Si vous voulez prier pour relancer votre couple, voyez ça avec votre homme de Dieu, votre pasteur. Voyez ça avec moi en dehors de cette semaine-ci. Cette semaine est une semaine d'action. C'est-à-dire, comme disait Saint Augustin, prier comme si tout dépend de la prière et agir comme si tout dépendait uniquement de l'action. Nous, on est dans l'action. On est des gens intentionnels. Donc, voici 5 gestes simples, mais qui sont puissants. Effet immédiat. Je ne dis pas que ça va attendre. Effet immédiat. Immédiat. Tu vas voir les effets immédiats. Première chose, instaure la minute tendresse. Instaure dans ton couple la minute tendresse. C'est-à-dire que chaque jour, tu lui donnes 60 secondes, donc 1 minute d'attention totale. 1 minute où c'est lui qui fait l'objet de ton attention. Le regard, le sourire, le câlin, rien ne vient distraire ça. Même s'il y a les enfants, on les met de côté. Ça, c'est l'heure de papa. Ça, c'est l'heure de maman, là. Enfin, la minute de maman. La minute où je m'arrête. Le regard que je porte sur maman, même les enfants comprennent qu'il y a quelque chose de profond ici. Un regard profond, un sourire sincère, un câlin intentionnel. Vous pouvez mettre ça au moment où il rentre du travail. Vous pouvez mettre ça je ne sais pas, choisissez votre moment, mais que chaque jour, il y ait 1 minute d'attention. 1 minute d'attention. 1 minute particulière d'attention. Et vous savez que j'ai remarqué que quand vous connaissez votre conjoint, puis il y a des petites choses que vous pouvez faire qui le déstabilisent. Le déstabiliser dans ce sens que, pendant que je parle de la minute de tendresse, il y a une qui est en train de réfléchir, comme mon mari qui est antipathique là, est-ce que je ne veux pas m'approcher, il me pousse, il me repousse. Parce qu'une fois, j'ai dit ça à une dame, et elle m'a dit, mon mari il m'a rempli, ça m'a fait mal. J'ai voulu faire ça, il m'a rempli. Non, je veux dire que rentre dans l'histoire de ton couple et souviens-toi du sourire qu'il a fait tomber. Souviens-toi des câlins qui le faisaient trembler et commence à remettre ça sur le plateau. Si tu vois qu'il est difficile dès les premiers jours, vas-y progressivement. Ne l'agresse pas. La minute tendresse ne doit pas être quelque chose qui agresse le conjoint. Genre, il est étonné que ça sort même d'où ça. Ça dit que hier, tu ne lui as pas dit bonjour. Avant-hier, tu l'as toisé. Et puis subitement, bam, tu sors la minute tendresse. Non, il faut vous préparer. La deuxième chose, c'est apprendre à parler à son conjoint.
Et je crois que je vous ai parlé de mon ami dont la femme venait le prendre dans sa voiture et lui poser des questions sur sa journée. Comment était ta journée? Comment tu t'es senti aujourd'hui? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, poser les questions à ton conjoint pour savoir comment va son cœur. Des questions sincères. L'une des, l'une des, l'une des erreurs que les gens qui sont coachés font souvent, c'est qu'ils ne... Quelle est l'expression que je peux utiliser? Ils ne s'approprient pas le conseil que le coach donne, mais ils l'appliquent de manière littérale, sans l'esprit. C'est-à-dire, il applique à la lettre. Comme j'ai dit, il faut discuter avec ton mari ou ta femme pour savoir comment il va, elle aussi ou lui aussi va. Il applique les questions que j'ai données comme ça de manière littérale. Et elle est étonnée pourquoi quand l'autre lui dit que tu me perds le temps. Parce que tu ne t'es pas approprié ça comme quelque chose d'important, comme quelque chose que tu penses que la réponse est importante pour toi. Tu as besoin de savoir comment va son cœur. C'est important pour toi. Si ce n'est pas important pour toi et tu poses des questions là, il saura que tu perds le temps. Il saura que tu es dans les stratégies. Tu es allé étudier les stratégies, tu veux lui impliquer et appliquer les stratégies dans sa vie. La troisième chose, je vous ai dit tout à l'heure au niveau spirituel, c'est apprendre à prier en se tenant les mains. Je vous assure, ça marche. Tenez-vous les deux mains, ça marche. Ça crée la connexion. Quand vous tenez les deux mains là, ça crée la connexion. De manière claire. Tu sens que ça va passer. Quatrième chose, commencez à instaurer des soirées zéro connexion. Ou alors les soirées connexion conjugale. Zéro connexion Internet, connexion conjugale. Vous dites, chaque soir quand je rentre, j'ai 30 minutes sans mon téléphone, sans télévision, sans distraction, juste pour mon mari. Il est en train de manger, je me connecte à lui. Je n'utilise pas mon téléphone pendant qu'il est devant moi en train de manger. Moi, je parle du cas où tu as mangé avant lui et il arrive, tu le sers, tu t'assois à table avec lui. Qu'est-ce que les femmes modernes font aujourd'hui? Elle va servir son mari comme un roi et elle va l'isoler pour aller regarder les feuilletons mexicains, brésiliens, les faux feuilletons qui passent là, le Ricardo, Ronaldo, et elle va laisser le mari en train de manger seul à table. Elle va aller suivre son feuilleton. Ou alors elle va envoyer son enfant aller servir son père. Il a besoin de connexion. Ça dit que chaque soir, donne-toi 30 minutes de connexion avec lui. Ce n'est pas seulement quand on va déjà se coucher qu'on se connecte. En général, même la connexion commence avant le lit. En général, la connexion commence même en journée. Mais nous disons que prends alors le soir. Dis-toi que le soir, je vais me connecter avec mon mari le soir. 30 minutes. Ou me connecter avec ma femme 30 minutes. Et c'est même dans ces 30 minutes-là que tu peux aussi utiliser le comment va ton cœur. Je dis ça aux hommes aussi. Tu déposes ton téléphone et tu parles avec ta femme. Tu essaies de savoir comment était ta journée. Quelles ont été les difficultés qu'elle a traversées dans la journée. Quels sont les défis qu'elle a eus. Est-ce que sa journée a été difficile ou pas? Tu as besoin de parler 30 minutes avec ta femme. Dans ces choses. Et puis, dernière chose, la cinquième, 5 actions. J'ai dit que l'effet est immédiat. Je n'ai pas dit que l'effet sera dans 2 jours. C'est que tu dis que chaque jour, il y a un compliment. Chaque jour, j'ai un compliment que je dois faire à mon conjoint. Et je vous assure, vous pouvez trouver les compliments dans tout. Dans tout. J'aime quand tu fais ceci. J'aime quand c'est toi qui fais ceci. Merci parce que tu as fait ceci. Les mots qui vont toucher le cœur de ton mari, aller jusqu'à son âme. Le cœur de ta femme, aller jusqu'à son âme. Les compliments ne sont pas forcément et uniquement physiques, sur l'apparence. Les compliments peuvent être sur sa façon d'être, sur sa façon de t'entretenir, sur sa façon de t'aider, sur sa façon de t'accompagner. Tout ça, tu as besoin de te dire, chaque jour, je dois faire un compliment à mon conjoint. Je cherche le compliment que je vais faire. Pendant que je suis au bureau, je réfléchis à quel compliment je vais faire à mon conjoint quand je vais le rencontrer. Je peux dire que c'est peut-être au réveil que je place mon compliment. Je peux dire que c'est quand je rentre le soir et que je le vois, que je lui dis qu'il est la créature merveilleuse que Dieu a créée pour moi seul. Comment je me sens privilégié de l'avoir comme conjoint. Donc, les 5 actions, c'est la minute tendresse, comment va ton cœur, la prière à 2 mains, la connexion ou la déconnexion des téléphones pendant 30 minutes, et puis, quel est le compliment de ce jour?
Tel compliment, je vais le faire aujourd'hui. Je vous ai dit au début que j'ai demandé à une jeune dame quelles sont les qualités de son conjoint. Elle m'a dit qu'elle n'en trouvait pas. Je vous exhorte à prier, vous qui ne trouvez pas les qualités, et demandez au Seigneur, ouvre mes yeux. La parole de Dieu dit que je vous montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Donc, demande à Dieu que montre-moi les qualités cachées de mon mari que je n'arrive pas à savoir. Parce que parfois, il t'a tellement marqué négativement, il t'a tellement bousculé, il t'a tellement persécuté que tu finis par te dire, il n'en a pas, il en a. Trouve-moi les trois qualités de ton conjoint. Et je veux que ce soit des qualités que tu admires. Deux choses que tu aimerais que ça revienne comme c'était avant. Trois qualités. Première chose. Deux choses que tu apprécies avant qui n'existent plus et que tu aimerais que ça revienne. Et trois, comme l'exercice d'aujourd'hui, avant de te coucher là, pose un acte d'amour concret. Un acte d'amour concret à ton conjoint ce soir. Je ne vais pas te dire lequel. Ne te dis pas lequel. Toi-même, tu connais ton conjoint. Pose-lui un acte d'amour ce soir. Le deuxième exercice, je pourrais le mettre dans le groupe. Ce sont les codes de complicité. Mets en place cette semaine trois rituels. Le geste tendre, la phrase d'encouragement et le moment sacré, rien que pour vous deux. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants là et qui ont fini par penser que les enfants sont prioritaires. Le moment sacré, on fait entrer les enfants dans la chambre. Le moment sacré, les enfants sont là. Je fais une formation dans une communauté et je dis dimanche là, je veux que après le culte, vous ayez une sortie intime, une sortie galante. Les gars débarquent à l'église, ils ont cousu les tenues pagne. Monsieur porte la tenue pagne, madame porte la tenue pagne, les enfants aussi portent la tenue pagne. Je leur demande que les enfants s'y partent ou non. Il y avait l'école du dimanche le matin, ils ne pouvaient pas rester là-bas. Non, vraiment, on voulait que ce soit une sortie de famille. Vous voyez comment tu dis aux gens la complicité de monsieur et madame, et ils voient la complicité de la grande famille, comme s'ils fuyaient monsieur et madame. On dit, venez à deux, vous allez sortir à deux, ils viennent avec les enfants. Parce qu'ils ne savent plus comment gérer les enfants là. Nous, on est là, les grands-pères, pour recevoir ces enfants quand vous voulez sortir. Ils disent, allez, on va vous déposer chez le grand-père. Nous, on reste avec eux, on joue avec eux. Vous vous reconnectez parce que vous avez besoin de vous reconnecter. Le plan d'action, si on le verra en coaching, la minute tendresse, le compliment du jour, le calme à deux, les prières à deux mains, la discussion cœur à cœur. On verra ça après. Je vais passer rapidement là-dessus. Si vous voulez, quand ça va passer en replay, vous pourrez capter cette page-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où on s'achemine vers la fin, c'est te rappeler que mon frère, ma soeur, la complicité est un choix. C'est un choix. C'est pour ça que j'ai posé la question au début. Est-ce que tu veux être complice ou est-ce que tu veux être colocataire? C'est un choix. Moi, je n'ai aucun moyen de faire un choix à ta place. Je vais te parler comme Dieu parle souvent. Et je mets devant toi la complicité. Et je mets devant toi la colocation. Choisis la complicité. Et c'est un choix que tu dois faire aujourd'hui. Puisqu'on dit que nous devons être intentionnels, fais ce choix maintenant et aujourd'hui. Aujourd'hui. Quel que soit ce qui s'est passé avant, quelles que soient les difficultés que votre couple a traversées et continue à traverser, faites le choix de la complicité. Parce que quand vous arrivez déjà à un niveau où vous pensez que la séparation est ce qui va résoudre votre problème, c'est que vous n'avez pas compris que la complicité qui a baissé là n'a pas disparu. Elle s'est seulement rabaissée, diminuée, il faut la réactiver. Au début, j'ai dit que c'est une nouvelle saison qui commence. Enfin, un chapitre terminé. Et la baisse de la complicité vous montre bien que le chapitre là est terminé. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas préparé le nouveau chapitre. C'est pour ça que vous êtes surpris. Parce que l'arrivée du nouveau chapitre vient avec de nouvelles réalités qui font que si vous n'avez pas préparé ça dans le chapitre précédent, forcément, vous avez une chute de la complicité. Donc, prends la décision aujourd'hui de te reconnecter. Ça dit que décide que moi, je veux me rapprocher de mon conjoint, je veux me reconnecter. Même si lui fuit, moi, je veux me reconnecter. Déjà spirituellement. C'est-à-dire que je passe un moment avec Dieu où je dis au Seigneur, je veux me reconnecter avec mon conjoint.
Je compte sur toi pour que ma connexion avec mon conjoint marche. Au travers de moi, reconnecte-moi à mon conjoint. Première chose. Donc, il y a d'abord un acte de la volonté, un choix que je fais. Je prononce, je confesse. Je confesse cela, qu'il y aura la complicité dans mon couple. Je le confesse de ma bouche. Je ne reste pas seulement là à attendre que, ouais, quand ça va m'arriver encore, quand, qui va faire que mon mari ou ma femme, son cœur tourne et se revient vers moi. Non, je confesse que la complicité va se remettre dans mon couple. Deuxième chose, je refuse la passivité. Hier, j'étais dans le moment de prière, les 40 jours de prière que nous avions, et on a prié pour les ministères, pour les professions, pour les affaires et tout. Et l'homme de Dieu qui conduisait le moment de prière a dit une chose que je vais partager avec vous. Il a dit, nous avons prié, Dieu nous a écoutés et nous croyons que Dieu nous a exaucés. Et il a dit, ça ne veut pas dire que tu rentres te coucher sur le canapé et tu dis que le travail va te trouver à la maison. Tu ne rentres pas te coucher et tu dis que tes affaires vont démarrer alors que tu n'as pas fait les offres. Tu ne rentres pas te coucher en disant mon ministère va se développer parce que Dieu m'a exaucé alors que tu ne pratiques pas. Tu n'exerces pas, tu ne prêches pas, tu n'enseignes pas. Et tu te dis, ça va venir seul. En fait, je dis ça pour introduire la deuxième chose que tu as fait. Après avoir confessé que la complicité revient, mets-toi en action. Refuse la passivité. Ne laisse plus la routine s'installer. Dès qu'elle arrive, là, tu la casses. Prends les rênes de ton amour. Prends les mains, prends la direction de ton amour. Et arrête de laisser ton amour euh, dépendre de quelqu'un d'autre. Merci Nicole pour cela. Je choisis la complicité avec mon mari. Je confesse cela. Ça devient des proclamations quotidiennes. Mais vous savez que si je fais des proclamations quotidiennes, et c'est ce que je viens de dire, et je ne fais rien en termes d'action, eh bien, je risque de ne pas expérimenter ce que Dieu m'a déjà accordé. Parce que je proclame des choses que Dieu m'accorde. Il m'a donné ce pouvoir-là. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il m'a donné ce pouvoir-là. Et moi, je proclame et j'agis. J'agis comment? En combattant la routine et en essayant de construire avec mon conjoint. Comment? Par des petits gestes quotidiens. Chaque jour, je pose un petit geste de construction. Chaque jour, je pose un petit geste de construction. Je me rappelle, quand je me formais au conseil conjugal, l'enseignant m'avait dit, chaque chose que vous faites dans votre couple, soit vous rapproche, soit vous éloigne. Donc, je vous dis ça, il n'y a pas de geste gratuit. Chaque chose que tu fais, soit ça te rapproche de la complicité, soit ça vous éloigne, ça crée la distance entre vous. Et les distances ne seront pas forcément une grosse distance, mais ça va être des petites distances qui s'accumulent, et après, ça va faire un boulevard entre vous, parce que vous n'avez pas vu ces choses venir. Donc, mon défi aujourd'hui, c'est que tu décides d'être complice, pas colocataire. C'est mon vœu. Je n'ai pas fait cette semaine-ci à consacrer, parce que je fais à 20 heures et à 2 heures du matin, je suis debout avec les gens de l'Amérique du Nord. Je n'ai pas fait ce choix pour former des colocataires. J'ai fait ce choix en disant, Seigneur, utilise-moi pour aider à rebâtir les relations conjugales harmonieuses et intéressantes. Donc, la prochaine étape pour moi, c'est de passer de manière intentionnelle à un programme comme sortir de la monotonie. Sortir de la monotonie. C'est un programme que je te propose. Ce programme dure, comme d'habitude, vous êtes des gens très occupés, on comprend. C'est pour ça que moi, je propose des coachings courts. On peut multiplier beaucoup de petits coachings, mais qui soient courts. 3 séances à 5 séances en fonction de votre disponibilité. On va travailler sur comment relancer la flamme dans le couple. Comment briser les schémas de retour, de routine. Comment remettre la complicité au centre et faire sortir la monotonie. Et puis, il y a les 21 jours pour son conjoint. Le livre, je vous en ai parlé. Euh, L'année prochaine, nous allons voir quel mois programmer à nouveau un parcours des 21 jours pour son conjoint. Ce sont des parcours très intéressants parce que chaque soir, comme aujourd'hui, nous parlons d'un pas parmi les 21 et au 21e jour, vous ressentez la différence. Vous ressentez que votre couple a appris quelque chose. Donc, pour moi, votre couple mérite un investissement
pour sortir de la monotonie, si c'est le cas pour vous. Donc, je ne vais pas en dire plus. Certains m'ont contacté inbox pour les programmes précédents. Vous aussi, vous pouvez me contacter inbox. Et c'est pour ça que je donne les numéros au début. Donc, demain, nous allons parler du plan d'action 2026 pour transformer son couple. Ne loupez pas, pardon, invitez autour de vous. Plan d'action. Comment transformer notre couple en 2026 et arrêter de subir. Toutes les femmes là qui m'écrivent inbox, là, allez inviter vos amis, celles qui subissent. Vous qui subissez, ne manquez pas ça. Parce que demain, on va parler de comment arrêter de subir. Arrêter de subir. Offrir un plan d'action complet. Il y aura des éléments à télécharger. J'espère que vous pouvez télécharger pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes bénis, souvenez-vous de s'aimer avec joie pour cette offre. Souvenez-vous, s'aimer avec joie pour cette offre. Je voulais dire merci pour votre générosité. En général, les gens qui s'aiment n'aiment pas qu'on dise qu'ils ont s'aimé parce qu'ils se disent c'est privé. C'est pour ça que je peux simplement dire de manière générale, merci pour ceux qui s'aiment déjà. Merci pour le geste que vous faites. Que le Seigneur vous le rende au centuple. La semence que vous avez déposée là, elle produira du fruit dans votre vie et dans votre relation conjugale. Maintenant, c'est fini, je vais arrêter avec l'enregistrement et nous rentrons dans notre groupe pour le partage et les questions.